l'œuvre de le génie de Proust et le génie véritable de la recherche du temps perdu, c'est ce glissement au moment où la mère, parce que Proust a perdu sa mère, devient la mort de la grand-mère. La mort de la mère de Proust n'intéresse que Proust, la mort de la grand-mère du narrateur intéresse la littérature, intéresse le monde entier et nous bouleverse encore à chaque fois, à chaque lecture, et nous apprend à vivre et à aimer. C'est ça qui est beau, c'est ça le sens de la littérature. Olivier, puisque tu parlais des noms de pays, des noms de villages, etc., moi je voulais parler justement là-dessus, sur le côté couleur des mots, la sonorité des mots et la couleur que donnent les mots. Et effectivement, Guermantes, ça a une espèce de tenue en soi, et ça a une espèce de... Pour moi, je le vois mordoré, par exemple. Et mes églises, je le vois plus du côté de Françoise. Et le son des mots qu'il choisit, c'est absolument extraordinaire. Et ce que je voulais dire aussi, c'est sur les descriptions, bon, parce qu'on dit beaucoup que plein d'auteurs actuels ont été influencés par Flaubert, mais moi je trouve aussi que Proust aurait pu influencer de nouveaux romans. Et notamment les descriptions. Alors, il y a des choses extraordinaires, parce que quand je parlais d'inversion tout à l'heure, c'est inversion à tout point de vue, c'est inversion sexuelle, c'est inversion... Alors, savoir que Madame Verdurin, ça m'arrache le cœur, devient princesse de Guermantes, c'est aussi inversion des personnages, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de moi, etc., etc., mais c'est une espèce de... c'est démentiel, surtout quand on lit la recherche et qu'on voit ce qu'est Madame Verdurin, sa méchanceté, etc., etc. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je crois que c'est dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, il y a aussi les différences d'Odette Swann. Odette qui commence Odette de Crécy, devient Swann, qui finira Francheville, etc., etc. Et il y a des descriptions inouïes sur les kimonos, sur le décor de l'appartement des Swann. Et les kimonos d'Odette et les vêtements d'Odette sont tellement passés à la loupe, deviennent une espèce de métaphysique du tissu et de la personnalité d'Odette, etc. Ça m'a fait penser. Alors moi je suis un peu dans des liens qui sont un peu farfelus. Hein. Donc pour les Proustiens purs et durs, ça peut paraître étrange. Mais ça m'a fait penser dans presque le sous-texte, le sous-crypte de la description, etc., à Nathalie Sarraute dans le Planétarium, où elle fait une analyse, enfin, elle fait une description d'une poignée de porte, où on est complètement, c'est tellement précis qu'on rentre à l'intérieur, et je retrouve cette chose inouïe qui devient une abstraction chez Proust pour moi. Il a tout dit, évidemment. L'important n'est pas dans cette poignée de porte. Ça rappelle ce fameux proverbe chinois, les imbéciles regardent mon doigt alors que je montre la lune. L'important n'est pas le bouton de porte, mais le travail, l'humilité de l'écrivain, c'est de décrire avec toute son habileté d'artisan, toute sa sueur, de décrire exactement les nervures de ce bouton de porte, parce que derrière ce bouton de porte, eh bien, il y a la vie de ceux qui l'ont tourné, il y a ce qu'il y a derrière, les mystères qu'il y a derrière cette porte, tout ce que ce bouton de porte génère aussi oui, c'est ça, de mystère et de possible. Donc, c'est ça. Et quand Proust décrit les nervures d'une feuille, et à un moment donné se souvient d'un détail, d'un tableau, et tout d'un coup, le clocher d'une église, et tout d'un coup,
le visage d'un ami disparu et les rides qu'il avait sur son visage. Et tout cela se mêle. Et c'est ça, la vie. C'est qu'il n'y a pas qu'une seule chose, mais l'important, c'est toutes ces relations qu'il y a entre les choses et les êtres. Et pour en revenir aux 75 feuillets, je m'amuse, je suis un peu féru, n'exagérons pas, j'aime bien la numérologie. Et bon, l'œuvre de Proust est entre 1913 et 1927. Hein, le moment, c'est le grand moment de l'écriture à la recherche du temps perdu. Mais ces 75 feuillets, c'est 1908. 1908, comment est-ce qu'on fait en numérologie? On ajoute les chiffres. Alors on sait que il y a l'année 1, on commence l'année 2, l'année 3, 1, 1, et 9 égale 0. C'est comme ça qu'on calcule. Méthode. Alors 1908, eh bien 1908, donc, il y a le 0, c'est 0, il y a le 9, c'est 0, et il y a 8 et 1, c'est 0. C'est 9, donc c'est 0. Donc c'est l'instant 0. 1908, c'est l'instant 0. C'est le moment c'est le moment où va naître le chef-d'œuvre. 1913, si vous ajoutez tous les chiffres, ça fait 5. 5, c'est le nouveau départ. Et ça, le paradoxe aussi de l'œuvre, est 1927, il y a de 9, c'était de 9, donc 0, 0 et 1. 1. En fait, l'œuvre existe à la fin. C'est ça, évidemment, on peut toujours dire que on peut se rattraper comme on peut et que tout est vrai et son contraire et inversement. Ah ben c'est amusant, c'est très, très amusant, c'est comme l'astrologie. On se moque de savoir si c'est vrai que les gens qui sont nés sous du cancer sont ceci ou cela. Enfin c'est amusant et c'est distrayant et quelquefois, de même que la fiction nous permet beaucoup plus que le documentaire de percer la vérité, quelquefois, les choses fausses ou bêtes nous permettent de cerner beaucoup mieux ces grandes lignes, ces grandes forces immuables de l'existence que des théories, des pensums édictées sur les lois universelles. Voilà ce que je voulais dire. Enfin, ce qui est fascinant, c'est que dans ces 75 feuillets, mais encore une fois, il ne faut pas commencer l'œuvre de Proust par ces 75 feuillets. C'est passionnant, d'ailleurs, tout aussi passionnant, comme tu l'as dit Bertrand, l'appareil critique de Nathalie Mauriac. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit d'hier ou d'hier, mais il faut dire d'hier. D'hier, sur un livre sur le temps, absolument magnifique et absolument passionnant parce qu'elle comprend tout et elle relie des éléments qui pourraient nous sembler disparates et elle le relie avec toute sa science et on est véritablement dans l'atelier du peintre, mais dans l'atelier du peintre connaissant le tableau. C'est ça qui est exactement comme quand on connaît quelqu'un. Par exemple, moi, je connais Paul Constant, je l'aime infiniment, mais je n'ai jamais vu Petite fille. Je l'ai lu, donc j'ai une vision de ce qu'elle a raconté sur elle quand elle était enfant, parce qu'elle l'a raconté magnifiquement, mais je n'ai pas de photo d'elle enfant. Et si Paul me faisait la grâce de me montrer une photo d'elle enfant, j'entrerai dans l'atelier du peintre. Tout d'un coup, je rencontrerai quelqu'un d'inconnu, de nouveau et de connu. Et je serai infiniment troublé et saisi. Et c'est ça, finalement. Et dans l'œuvre d'art, c'est exactement la même chose. Ce qui nous plaît dans
c'est en ça que ce qui nous plaît dans une symphonie de Beethoven ou dans la recherche du temps perdu, c'est de découvrir des choses nouvelles et de reconnaître des choses anciennes. C'est pour ça que l'erreur de certaines choses artistiques, des mouvements comme le dodécaphonisme ou comme le nouveau roman, c'est un échec tragique, parce que s'il n'y a que du nouveau, ce n'est plus humain, ça devient intellectuel. Or, nous devons connaître et reconnaître, parce que la vie est comme ça, et parce que l'art est comme ça. À travers une symphonie de Beethoven, on reconnaît la main de Joseph Haydn ou celle de Mozart, mais on devine déjà Wagner aussi, et Proust, c'est pareil, on entend la voix de Chateaubriand, on entend Jean-Jacques Rousseau, on reconnaît Montaigne aussi, et ça annonce évidemment tous les écrivains qui vont suivre. Alors, est-ce que tu penses, franchement, puisque tu en es du nouveau roman, que Butor, par exemple, n'avait pas en lui déjà toute la tradition toute la tradition. Je veux dire, même s'ils ont voulu créer quelque chose, ils avaient déjà tout l'apport des autres. Après, qu'ils soient cassés la figure ou pas, c'est autre chose, ce sont des concepts. C'est comme quand on relit les structuralistes maintenant. Moi, j'ai lu des textes quand j'étais à la faculté, quand j'ai essayé de relire Génette, d'autres, soit je trouve que c'est pas obsolète selon pour le lien dans l'intellect, mais je veux dire, il y a des choses qu'on ne comprend même plus. Je travaillais sur Roland Barthes. Roland Barthes, je le sauve parce que je l'adore, mais je le sauve aussi parce qu'il a une écriture qui est dans le désir, dans le plaisir, etc. Ce qui fait que même quand ces concepts, à une époque où il était plus sémiologue, font que du coup les textes restent absolument splendides. Mais pour revenir sur les 25, non pas les 25, les 75, 60, il y a même 75-76 feuillets, ça m'a fait une impression comme si j'étais dans une grotte avec les premiers dessins primitifs, les dessins d'origine, etc. Et que, ayant eu la recherche, tout. Et là, je pense à Deleuze avec ses histoires de rhizome et de verticalité, de racines, et puis surtout de rhizome avec les choses dans la recherche complètement comme ça part longtemps. Ça se sédimente, mais d'une façon incroyable, et en même temps avec des chemins très tortueux, on va dire. D'ailleurs, je me suis demandé, je ne veux pas du coq à l'âne, mais dans la recherche, les gens qui les gens qui meurent dans la recherche, à part la grand-mère qui est entourée de médecins, etc., on apprend très très vite leur mort. C'est-à-dire que c'est un coup, d'un seul coup, plic, il est tué à la guerre, et ça arrive, il ne s'appesantit pas là-dessus. Albertine, c'est pareil. Le jour où j'ai lu le texte où elle meurt, j'ai revu 3 fois la page parce que je me dis, c'est pas possible, il y a l'épigramme qui arrive, elle est morte. Et après avoir lu La prisonnière, etc. Bon, et donc, tout ça pour dire que, oui, mais Bergotte, il y a quand même le petit pan de mur jaune, et puis ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il a le malaise, mais il se dit, est-ce que ce sont ces pommes de terre que j'ai mangées qui font que je ne suis pas bien? Et puis, bon, après, c'est fantastique parce que, du coup, il y a la balance chez Bergotte, de la vie, est-ce que le petit pan de mur jaune, la création, etc., etc. Bon. Je suis un peu à bâton rompu, mais j'ai toujours eu des complications avec l'âge du narrateur. L'âge du narrateur, c'est quelque chose qui me fascine, parce que selon le contexte, on le voit petit, il va aux Champs-Élysées, rencontre Gilberte, Gilberte après l'invite à goûter, alors on est avec les termes goûter, etc. Et puis d'un seul coup, il est au dîner d'Odette et il rencontre Bergotte. Et quand il rencontre Bergotte, alors là c'est extraordinaire parce que il attend Bergotte, et puis quand il voit la personne, il est complètement déçu, et il se dit, est-ce que c'est possible que c'est lui qui a écrit tout ce qu'il a écrit? Parce que le temps chez Proust, c'est ça, c'est l'un des grands enseignements, non pas théoriques,
et romanesque, c'est que le temps est circulaire, comme Nietzsche va le dire d'une manière philosophique. D'ailleurs, il se sert de Nietzsche. Oui, mais c'est ça, c'est que on peut être vieux à 10 ans et comme disait Picasso, il faut du temps pour devenir jeune. L'âge, c'est extrêmement relatif, hein, et ça c'est donc c'est comme sur la photo, il n'y a que finalement il n'y a que les concierges qui regardent leur télévision qui se demandent attends, Michel Drucker, quel âge il peut bien avoir? On s'en fiche de connaître l'âge de Michel Drucker, ça n'a aucune importance, mais c'est vrai que comme on est comme parfois comme le narrateur qui arrive à cette matinée chez la princesse de Guermantes, où on voit que tout le monde, tout d'un coup, tout le monde a vieilli. Il y a ceux qui sont morts, hein, comme la fameuse litanie de Charlus, de Bréauté, mort, et là, vous savez, cette quasi-anaphore hein, sur le mot mort, 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 et comme s'il passait comme ça dans un cimetière et qui disait le nom des morts. Il y a cela, il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui sont vivants mais déjà morts, hein. C'est l'exemple aussi de quelques-uns des personnages, mais ce qui est extraordinaire, c'est en ça aussi que le livre À la recherche d'un adulte est un chef-d'œuvre, c'est que c'est organique. C'est que le lecteur apprend, le lecteur vit avec l'œuvre, mais l'œuvre bouge aussi, l'œuvre avance. Et d'ailleurs, Marcel Proust, c'est ça qui est fascinant, change au fur et à mesure de l'écriture. Je ne donnerai qu'un seul exemple, parce qu'il se trouve que je prépare en ce moment un livre sur Chopin, un dictionnaire amoureux, et que j'ai consacré l'une des entrées à Marcel Proust. Parce que c'est fascinant, parce que Marcel Proust, au début, n'aime pas Chopin. Comme ses contemporains, il a d'ailleurs ce snobisme qu'il décrira par la suite dans son œuvre. Il faut avoir été un peu avare, et sans doute que Molière était avare pour avoir écrit l'Avare. On ne connaît bien que ce qu'on a aussi au fond de soi. Et le jeune Proust est snob comme un tas de boue pour pouvoir ensuite écrire des pages éternelles sur le snobisme. Donc il n'aime pas Chopin. Pourquoi n'aime-t-il pas Chopin? Parce que l'ensemble des Monsieur Prudhomme et des bonnes dames et des belles écouteuses de son époque n'aiment pas Chopin, n'est coiffé que de la musique de Wagner, sans savoir que sans Chopin, il n'y aurait pas eu Wagner. Déjà, cette mélodie, il faudra du temps pour savoir que derrière Wagner, derrière la mélodie infinie de Wagner, il y a celle de Bellini, il y a la pureté de Chopin. Mais ça, ils ne peuvent pas le voir. Et d'ailleurs, Proust commet la même erreur sur Chopin que André Gide par rapport à Chopin, par rapport à Marcel Proust. Les jugements négatifs contre Marcel Proust, il les a lui-même. C'est tout cela qui est absolument fascinant. Donc, il n'aime pas Chopin parce qu'il adore, parce qu'il veut coucher avec Wagner qui sort tout droit des draps de Meyerbeer. Donc, et il néglige totalement il pense que les mazurkas de Chopin, qui est sans doute la quintessence de la poésie chopinienne, c'est une musique pour femme de chambre ou pour boniche. Bon, il lui faudra du temps. Et qu'est-ce qui va le faire changer? Donc, au début, il campe un personnage qui est Madame de Cambremer, avec un nom qui ressemble à Camembert, dont est déjà un personnage déjà comique par son nom, qui est une élève de Chopin. Voilà.